Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur votre chaîne santé, la chaîne SOS Docteur TV, dans votre émission Les Jeunes en parlent. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une profession très particulière. Nous voulons bien évidemment parler de ce corps de métier qui constitue les mains discrètes qui accueillent la vie et vraiment des cœurs courageux qui veillent entre la douleur et le premier cri. Parce que nous tous, nous le savons, si nous voulons une postérité, mais si nous voulons une génération en bonne santé, tout commence depuis la grossesse, depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Vous l'aurez compris, nous voulons parler de ces personnes qui veillent sur nos mères, sur nos sœurs, sur nos femmes enceintes, qui s'assurent que tout se déroule bien du début jusqu'à la fin. On revient donc parler de tout ce que cette profession englobe, endure et de ce qu'ils pensent, mais que vous pensez également qu'ils peuvent faire pour améliorer la prise en charge des femmes enceintes juste après le jingle. De retour sur le plateau des jeunes, le plateau sans tabou où nous discutons de tous les sujets qui nous tiennent à cœur dans un langage qui est accessible à tous et à toutes et surtout accessible à nous les jeunes et les adolescents. Comme je le disais tantôt, nous voulons parler aujourd'hui de la prise en charge des femmes, surtout des femmes enceintes. Comment arriver à prendre soin des femmes enceintes, surtout avec respect. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elles sont là. Ces personnes qui, la nuit comme le jour, veillent sur vous, veillent sur vos enfants et qui font tout pour que, comme on le dit dans notre langue commune, on puisse entendre la voix de la mère et entendre la voix de l'enfant. Je suis aujourd'hui avec Madame Ouro Bangna Rukeyatou, qui est sage-femme d'État et actuellement elle est en master d'obstétrique. Bonjour Rukeyatou, comment ça va? Bonjour docteur, ça va bien. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, merci beaucoup. C'est pour moi un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et au-delà de ça, c'est une activiste qui est engagée sur beaucoup des questions qui touchent à la SCA. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour la santé de la reproduction au Togo et dans les communautés dans lesquelles vous intervenez. Nous sommes également avec une ancienne, une habituée même du plateau, Digno Deborah, qui est également sage-femme d'État et également actuellement en fin de parcours master d'obstétrique. Coucou Debo, ça va? Coucou Dodo, comment tu vas? Ça va super, super. Je vais bien aussi, un plaisir de te vois retrouver. Ça va, tu grossis seulement. Tu grossis seulement, c'est normal que tu vas bien, non? Je vais bien, je vais bien. C'est ça, tu vas bien je dans vais le bien. des mondes. Oui, oui. Tu vas bien. C'est une très bonne chose. Les gens qui mangent notre argent et puis nous on maigrit et puis ils grossissent. Pardon. Sinon, comment vont les femmes? Elles vont bien, on va dire. Elles vont bien. Elles vont bien. Elles vont bien. D'entrer en matière, pourquoi cette profession en particulier? Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était imposé? Est-ce que c'était un choix volontaire? Qu'est-ce qui a motivé le faire de devenir sage-femme? Ok, alors merci Dorcas. Pour répondre à la question, moi c'était une passion que je nourrissais depuis petit, de pouvoir participer en gros en tout ce qui concerne l'obstétrique. Donc on va dire qu'il y a eu des facteurs au cours de mon enfance qui ont motivé ou bien qui ont rendu ce choix plus exigeant pour moi. Et pour la petite histoire, quand j'étais petite, j'étais en début d'adolescence comme ça, on avait une voisine en ce temps que j'aimais beaucoup, elle me chouchoutait par ici, par là, et qui est malheureusement décédée suite à un accouchement. Okay. Donc on va dire que c'était un truc qui m'avait presque traumatisée. J'étais quand même enfant, mais ça m'avait traumatisée. Je ne cessais de poser des questions. Je demandais à ma maman tout le temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu quoi? Pourquoi c'est seulement le bébé qui est rentré et tout? Donc c'était des événements qui ont appuyé cette passion que je nourrissais depuis de pouvoir faire carrière en tout ce qui concerne l'obstétrique chez la femme. Voilà. Ouais. Alors, Rukeyatou, même question. Ok. Moi également, c'est une passion que j'ai nourrie quand j'étais en 4e. Okay. Pour la petite histoire, quand ma maman, elle a accouché, j'étais en 4e, elle a accouché des jumeaux. Elle parlait tout le temps en bien de la sage-femme. Elle qualifiait ce métier de métier noble. Et c'est de là que mon rêve a commencé. J'ai voulu aussi être comme cette sage-femme, accompagner la femme de la conception jusqu'à l'accouchement et au-delà.
Ah, c'est très bien alors. Et même au-delà, hein, c'est ça qui est le plus important. Mais lorsqu'on parle souvent d'obstétrique, mais lorsqu'on parle vraiment du rôle de la sage-femme, voire même du gynécologue, hein, des fois on vous limite rien que à la femme enceinte. Est-ce que votre rôle, c'est seulement de veiller sur la grossesse et dès qu'elle accouche, ça s'arrête là? Ou est-ce que vous intervenez également dans la prise en charge de cet enfant? Alors, merci Docas. Et pour répondre à la question, le rôle de la sage-femme ne se limite pas qu'au suivi de la grossesse. Déjà, avant la grossesse, c'est-à-dire avant même la conception, la sage-femme a déjà un rôle de mère conseillère, voilà, du couple, déjà du jeune couple, déjà même avant le projet de conception. La sage-femme a déjà un rôle d'accompagnement de ces couples-là jusqu'à la conception et maintenant, arrivé à la conception, maintenant, suivre la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et même après l'accouchement, elle continue de s'occuper et de l'enfant et de la maman. Et de la mère. Exactement. Ça veut dire que c'est un travail qui se fait continuellement. Oui, exactement, exactement. Super. Alors, que signifie concrètement accompagner avec dignité une femme enceinte? Je me suis sûre que ce ne sont pas des mots qui sont étrangers pour vous, parce que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au cours des campagnes, des sensibilisations, ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. Respecter, prendre soin, dignité, etc. et tout. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Ok, merci Dodo pour votre question. Accompagner avec dignité la femme enceinte, c'est l'accompagner avec une certaine bienveillance, l'accompagner dans le respect. Si on définit la dignité, on parle alors de respect. C'est d'accompagner une femme enceinte dans le respect tout en respectant ses choix, ses convictions, son corps et dans une intimité impeccable. Donc, en gros, voilà l'accompagnement avec dignité. Et là, la question que l'on se pose, hein, pourquoi cette précision? Est-ce que, je ne sais pas, ça relève peut-être des plaintes? Est-ce que c'est la formation, mais c'est la spécialité même qui exige cela? Pourquoi cette précision? Précision d'accompagner la femme enceinte avec dignité. Est-ce que les autres patients, peut-être qui ne sont pas des femmes enceintes, ne nécessitent pas peut-être un accompagnement plus humanisé? Chaque patient nécessite un accompagnement avec dignité, humanisé et tout. Mais quand on prend le cas de la femme enceinte, on met une précision parce que la gestation, la grossesse, en gros, ça représente un moment de vulnérabilité pour la femme. Que ce soit des vulnérabilités physiques, psychiques, psychologiques, et même dans la société, la femme enceinte a des vulnérabilités. Donc, accompagner la femme avec dignité implique que la femme enceinte soit prise en charge au-delà du fait qu'elle porte seulement une grossesse. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, en quoi cette humanité ou en quoi le fait que la sage-femme ou les autres personnels qui accompagnent la femme enceinte arrivent à beaucoup plus humaniser les soins-là? Quelle est l'influence de cet aspect ou ce plus sur l'expérience de la grossesse? Ok, quand on parle de l'humanité dans les soins, ça intègre beaucoup de choses. L'humanité, c'est l'intégration de la dignité, qui est le respect. C'est l'intégration de... Je perds mes mots. On a déjà parlé de l'intégration. De la compassion, voilà. C'est l'intégration de la compassion et de la bienveillance. Donc, il y a aussi également l'empathie dans cette humanité-là. Lorsqu'on reçoit une femme enceinte avec empathie, ça lui permet d'avoir une certaine confiance en elle. Recevoir avec empathie, c'est recevoir avec un sourire, accueillir la femme avec bienveillance, la mettre dans un cadre pour qu'elle se sente bien et qu'elle puisse s'exprimer. Et en dehors de cette empathie, nous avons également la compassion, se mettre à la place de cette femme enceinte. Lorsqu'elle dit non, et Madame la sage-femme, j'aimerais qu'on me fasse ceci, il faut la comprendre et lui expliquer le bien fondé de l'examen, par exemple, qu'on veut faire à cette dernière. Donc, l'humanité dans les soins a un impact positif sur l'évolution et l'expérience de la grossesse. Bon, c'est très important. Et je pense également que lorsqu'on fait cela, comme vous venez de le dire, la femme aura beaucoup plus confiance en elle. Voilà. Elle pourra peut-être rapidement dire que voilà, il y a ci, j'ai ça, j'ai ça. Et cela pourrait aussi permettre aux prestataires de santé d'identifier des signaux d'alerte et de réagir beaucoup plus promptement. Mais ce qu'on remarque, c'est que
bon, pas on va dire la majorité, mais quand même une partie de ces femmes, ou du moins celles qui veulent s'exprimer sur leur expérience de la grossesse, ne la racontent pas toujours de la bonne manière. On remarque que la plupart des femmes, lorsqu'elles finissent d'accoucher, vont dire qu'elles ne vont plus accoucher, que c'est fini, elles ne vont plus faire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à dire que la prise en charge n'est pas si humanisée? Ou est-ce que c'est l'expérience qui est si désagréable en telle enseigne qu'elles disent qu'elles ne veulent plus faire, etc. et tout, mais qu'elles ne veulent plus retourner dans tel centre de santé, ou qu'elles ne veulent plus ci, qu'elles ne veulent plus ça? Ok, et comme je venais de le dire tantôt, la grossesse, c'est, comment dire, tout un processus de vulnérabilité pour la femme. Donc, la femme enceinte qui se comportait au préalablement d'une autre manière, quand elle est enceinte, c'est différent. Elle-même, elle ne peut pas l'expliquer, hein, mais ses comportements sont différents. Donc, la prise en charge est holistique, en gros. Ce n'est pas seulement prendre soin de la grossesse pour qu'elle accouche. On ne peut pas dire que quand les femmes racontent leur expérience, c'est parce que l'expérience a été catastrophique ou bien la prise en charge n'a pas été ça. C'est à plusieurs niveaux. D'abord, dès son entrée à l'hôpital, la façon dont elle est accueillie, la façon dont on lui a expliqué les soins, la façon dont elle a compris ce qui lui arrive. Généralement, les femmes crient au cours de l'accouchement, elles disent quand elles ont fini que non, je ne vais plus tomber enceinte, c'est fini et tout, relativement à la douleur de l'accouchement. Mais s'il y a un accompagnement psychologique qui se fait, on explique à la femme, l'accouchement ça fait mal, mais on l'accompagne pas à pas, chaque étape jusqu'à l'accouchement. Je pense que l'objectif, c'est de faire vivre à ces femmes-là une meilleure expérience de l'accouchement, que ça soit dans n'importe quel centre de santé, pour que elles ne puissent pas être traumatisées par leur propre accouchement. Et il y a aussi la phrase là qui vient de sortir, l'accouchement ça fait mal. Et lorsqu'on écoute peut-être nos mères, nos grandes-mères, elles disaient quand même quand leur tête n'avait pas mal. Que des fois même tu te réveilles, tu vois l'enfant qui est sorti, et puis toi même tu coupes le cordon à la maison. Et qu'aujourd'hui, la plupart de nous les jeunes, nous sommes beaucoup plus capricieuses, que non, c'est les 3 médicaments que les sages-femmes donnent aux femmes enceintes qui font que voilà, les enfants sortent difficilement et tout. Est-ce que la douleur de l'enfantement a augmenté au fil des âges? Ou peut-être assez à dire que nos mamans étaient beaucoup plus fortes? À cette question, la douleur n'a pas augmenté, elle reste la même. L'accouchement a été toujours douloureux, mais à notre époque, il y a beaucoup d'avancements qui ont été faits dans ce sens. On peut prendre l'exemple de la péridurale, que la femme peut choisir si elle veut accoucher par la voie basse. Il y a également la césarienne que la femme enceinte peut choisir, c'est son libre choix. Donc elle peut choisir d'accoucher normalement. Mais la césarienne aussi fait mal, hein? Ah oui, oui, ça fait bien mal. Bien sûr, mais elles choisissent d'avoir une douleur après, dans le postpartum, que d'avoir la douleur dès l'instant T. Elle peut choisir d'avoir une césarienne. Donc actuellement, on peut dire que la douleur a diminué avec les avancements. Ça dépend du mode d'accouchement. Mais pourquoi nos mamans disent qu'elles n'avaient pas mal avant? À moins que peut-être elles ne disent pas la vérité. Ah oui, oui, oui. Il faut savoir que aussi, il y a différentes... Nous avons la perception de la douleur différemment. Voilà. Par exemple, moi, là, donc, quand quelque chose me pique ici, là, je peux pleurer jusqu'à le lendemain. Moi, j'ai très mal, alors que ma collègue, par exemple, elle peut supporter plus la douleur que moi. C'est vrai qu'on disait qu'autant de nos mamans, elles supportaient et tout, mais actuellement aussi, c'est vrai qu'il y a des femmes en salle de travail qui sont super courageuses, pendant que d'autres sont en train de crier. Elle, l'autre, tu ne vas pas l'entendre crier, juste elle arrive et tu vois qu'elle est déjà à dilatation complète, prête à accoucher. Et il y a aussi, comment dire, dans nos cultures, dans certaines de nos cultures, la femme enceinte est obligée de se montrer courageuse. C'est-à-dire que c'est quand tu supportes, tu ne cries pas, que tu es vraiment une vraie femme. Donc, même si elle a mal, elle se contraint de se prouver aux yeux de sa culture. Donc, la perception de la douleur, ça dépend d'une autre personne à une autre personne, de nos éducations, de nos cultures. Et comme elle l'a dit, il y a aussi des avancées médicales qui font que maintenant, c'est moins douloureux entre griffes pour notre génération. Et lorsqu'on parle vraiment de cette expérience-là, comme je l'avais dit tantôt, il y en a même beaucoup, hein, ils sont vraiment nombreux, de ces mouvements qui arrivent sur les réseaux sociaux, de ces retours, qui disent que voilà, le plus souvent, c'est les sages-femmes, c'est vous qui les accusez. C'est notre nom qui est gâté. Votre nom est déjà gâté, c'est déjà gâté. Notre nom qui est gâté. Bon, je ne sais pas. Au cours de votre cursus, c'est pas pour venir peut-être jeter la vindicte à vos collègues, à vos consoeurs, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous pensez que vous faites de mal qui fait que, voilà, les femmes
elle vient dire que ah, la sage-femme m'a fait ci, la sage-femme m'a fait là, qu'est-ce que vous le faites de mal? Ah, docteur, on ne peut pas dire qu'on fait quelque chose de mal. Et la sage-femme ne peut pas affirmer que je fais quelque chose de mal à une femme enceinte parce que nous avons reçu cette formation, c'est pour les accompagner de la conception jusqu'à l'accouchement. Donc, dire on leur fait du mal, c'est un peu fort. Mais je peux dire qu'il y a des incompréhensions qui arrivent, des incompréhensions dans la communication qui peuvent entraîner des conflits. Et lorsqu'il y a conflit, bon, comme c'est une incompréhension, tout le monde se défend. Voilà, tout le monde se défend. Sinon, c'est ça. Lorsque vous lisez de ces posts sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que cela vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez en vous lorsque voilà, il y a des posts qui dénigrent, que ce soit les sages-femmes, bon, surtout c'est ça. C'est l'accouchement qui suscite beaucoup plus d'émotions dans nos sondes. Est-ce que cela vous énerve? Est-ce que cela vous rend triste? Est-ce que vous avez l'impression que votre travail n'est pas considéré? Oui, effectivement, ça nous rend triste. Et ça, vraiment, ça montre que aussi le travail n'est pas considéré. Parce que lorsque les femmes vont sur les réseaux s'exprimer, je pense que c'est la compréhension. Ils n'ont pas la compréhension de la chose. Lorsqu'on fera peut-être des sensibilisations sur les réseaux, leur expliquer le pourquoi il y a eu tel comportement, le pourquoi il y a eu ceci, je pense que tout cela va diminuer. Et quand moi je vois vraiment, ça me rend triste. Ça me rend triste parce que vous savez la charge du travail de la sage-femme. Peut-être une sage-femme pour 40 femmes en consultation prénatale. Il y a vraiment une charge extrême, il y a l'épuisement. Et à la fin, voir sur les réseaux, tout ce travail, vraiment, c'est pas facile pour nous. J'avoue que c'est pas facile. Alors, Déborah, quel est ton ressenti lorsque tu tombes sur cette publication? Mon ressenti, je ne veux pas dire que c'est de l'énervement, mais je suis attristée, d'accord? C'est-à-dire que tu te vois tout ce que vous êtes en train d'essayer de construire, ou bien l'apport ambiant que tu essaies d'apporter à toutes tes femmes, se dénigrer en une vidéo de quelques secondes, c'est vraiment compliqué pour nous. Et comme elle l'a dit, je pense que le plus grand problème, c'est l'incompréhension. D'accord? La sage-femme dit ça, la femme le comprend d'une autre manière, ou la femme dit ça, et la sage-femme également le comprend d'une autre manière. Et c'est ça qui crée ces conflits-là entre nous et les patientes. Est-ce qu'on vous prépare à ça au cours de la formation? C'est lorsque peut-être vous rentrez dedans que vous découvrez que c'est une profession qui est assez lynchée. Hein? Je pense quand même que de toutes les professions, vous faites quand même partie de ce grand groupe qu'on lynche énormément. Est-ce que vous savez avant de vous intéresser à la formation? Donc, moi, il ne savait pas. Moi, il ne savait pas. Non, moi, il ne savait pas. Quand moi, j'ai nourri ma passion pour l'obstétrique, la côté là seulement, là, moi, je ne savais pas. Moi, ma passion, c'était de venir aider les femmes, aider les bébés à être en bonne santé. Côté là seulement, là, moi, je ne savais pas. On ne nous prépare pas à ça. C'est au cours de tes stages, au cours de tes gardes, au cours de tes stages avec tes aînés que tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a ce côté carrément qui est un côté quand même un peu lourd pour cette profession. Et donc, c'est comme ça. Tu es obligé de faire avec, ou bien de faire, ou bien de gérer ces conflits-là comme tu le comprends pour que ça puisse... Mais malgré ça, on continue toujours pas à nous dénigrer. Aïe, et toi, est-ce que tu savais, avant de rentrer? Comme la collègue l'a dit, moi aussi je ne savais pas. C'est sur les lieux de stage, on l'a découvert. Mais actuellement, il y a des formations qui se font sur la gestion du stress et de l'épuisement. Comment faire face à ce stress ou au conflit qu'on a avec la patiente face de nous. Oui. Mais j'avoue également que ça doit être une profession assez compliquée. Parce que pour moi, naturellement, c'est un peu difficile de consoler une personne qui a mal. Et je n'ai pas encore vécu la douleur de l'enfantement, mais si on me dit que la douleur que moi j'ai au cours des menstruations n'est rien comparé à la douleur de l'enfantement, je ne sais pas si quelqu'un pourra me dire, qui pourra peut-être me consoler, ou bien qui pourra peut-être me dire d'aller bien. Alors, est-ce qu'on vous prépare aussi à savoir comment accompagner ces femmes-là? Parce que quoi qu'on dise, même si elles sont sans, elles vont vouloir toutes les sans avoir ton attention, que tu viennes peut-être les toucher, que tu viennes peut-être leur dire que ça ira. Est-ce que vous êtes formés à ça? On est formé à accompagner les femmes sur tous les plans. D'accord. Maintenant, reste à se mettre dans la situation réelle pour pouvoir le concrétiser. L'attention pour 100 femmes,
alors que tu es seule, ne peut pas être la même chose pour une sage-femme qui est pour 10 femmes enceintes, par exemple. Maintenant, la femme, comme tu l'as dit, moi, je ne peux pas avoir mal, ça, tu vas venir me dire courage et puis c'est bon. Il faut d'abord qu'au préalable, la femme comprenne que c'est un processus, un état physiologique, que c'est normal, mais que ça va faire mal. D'accord? Si elle comprend que ça va faire mal, mais que c'est pour son bien, c'est pour le bien de son bébé, elle le supporte moins ou bien elle perçoit cette douleur d'une autre manière que celle qui n'a pas été préparée, qui est rentrée subitement au travail et qui a découvert une douleur extrémiste qu'elle ne comprend pas. Et puis surtout, quand elle te demande ça, s'il te plaît, mets-moi un médicament pour me calmer la douleur et tout. Et puis toi, tu lui dis non, c'est pas grave, ça va aller. Elle te voit comme la méchante en fait, entendre. Mais elle est en train de me raconter quoi? Moi, j'ai mal, tu lui dis ça va aller, va. Donc si elle devait être préparée en avance, ça c'est au cours des CPN. Dès qu'elle arrive au 3e trimestre, surtout pour celles qui vont accoucher pour la première fois, on lui prépare psychologiquement. Moi, je fais ça souvent. Je fais des blagues avec mes femmes, je lui dis, on t'a dit que ça fait mal. Est-ce que tu es prête, hein? Ce que tu fais, maman, de toute façon, tu le cajoles là, il faut lui dire que ça fait mal. Comme ça, elle se prépare un peu. Tu vas voir que quand elle est préparée en salle de travail, elle a mal. Elle suppose jusqu'à un moment donné, te dit, ça là, ça me fait trop mal. Ça veut dire qu'elle a déjà compris que ça va faire mal, mais elle supporte quand même un peu. Et peut-être arriver au moment de l'accouchement, maintenant, elle peut avoir mal. Et ça, tu comprends. Et elle aussi, elle comprend. Mais là, justement, c'est la question. Elles veulent que vous calmez leur douleur. Qu'est-ce que vous empêche de calmer leur douleur? Ça ne devrait pas normalement empêcher le travail d'avancer. Pourquoi vous ne voulez pas calmer leur douleur, Rukéatou? Vous leur foutez mais une très bonne analgésie et puis voilà. Tranquille. Ok, concernant les douleurs, nous avons les douleurs du premier trimestre, deuxième trimestre et troisième trimestre. Il faut savoir quel type de douleur, s'il faut calmer ou pas. Lorsqu'on prend les douleurs du premier trimestre, il peut s'agir peut-être d'un avortement qui veut commencer. Et là, il faut mettre les calmants, mettre la femme au repos. Lorsque nous sommes dans le deuxième trimestre, là, on peut avancer vers une menace d'accouchement prématuré. Il faut également mettre les calmants pour que le travail n'évolue pas. Mais au troisième trimestre, déjà à 9 mois de grossesse, on ne peut plus calmer la douleur en tant que telle parce que lorsque le col s'ouvre, c'est accompagné de douleur. Lorsque le col s'ouvre, ça s'accompagne automatiquement de douleur. Là, on ne peut pas calmer. J'avoue que c'est une question que je ne me suis jamais posée, même au cours de ma profession. Est-ce que le fait de calmer les douleurs va empêcher la progression? Oui et non. D'accord? Il y a souvent chez les femmes enceintes, pour calmer la douleur, on utilise des antispasmodiques. Et ces antispasmodiques-là, ça peut réellement ralentir le travail. Si c'est un début de travail, elle est déjà à 9 mois, un travail qui veut commencer, et elle se plaint des douleurs, que vous mettez les antispasmodiques, genre, à chaque fois qu'elle a mal, elle le prend, ça peut retarder le travail. La grossesse peut carrément dépasser les 9 mois, rentrer en 10 mois, 11 mois, ce que nous appelons souvent le dépassement de terme et tout. Donc, à partir de 9 mois, comme elle a dit, ce ne sont pas toutes les douleurs qu'on doit encore calmer. On supporte, on surveille. Si c'est un vrai travail qui veut commencer, ça va continuer. Même si elle veut prendre des antispasmodiques, elle prend une fois et on n'attend pas qu'elle prend à chaque fois qu'elle a mal pour réellement calmer les douleurs parce que l'ouverture du col, les contractions, ça fait toujours mal. Mais est-ce que ça doit faire mal? Bon, là, peut-être si on prend les antispasmodiques, je suis d'accord. Oui. Mais par exemple, si moi je te dis que lorsque je prends tel médicament, je n'ai plus mal, et que peut-être ce médicament n'a rien à voir avec les contractions, est-ce qu'on peut leur donner? Mais c'est interdit au cours de l'accouchement de peut-être mélanger des médicaments vu qu'on ne sait pas les différentes interactions. Oui, on peut dire ça, que c'est peut-être parce qu'on ne sait pas les interactions que ça peut avoir. Mais en dehors de toute cause, si on libère tout, on dit qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de problème pour la maman et pour le bébé, je pense qu'elle est libre de prendre ses antidouleurs pour se soulager. Oui. Parce que bon, je me dis aussi que, bon, parce que je sais qu'il y a que lorsqu'on prend peut-être des femmes qui au cours du travail font de fortes fièvres, une fièvre à 39, une fièvre à 40, exactement. on leur donne du paracétamol. Alors exactement. Que le paracétamol, c'est un antalgique. Il y a des personnes à qui vous leur donnez ne serait-ce que les 1 gramme de paracétamol, là, ça calme les douleurs. Oui. Donc, je suis en train de réfléchir et puis je me dis, mais pourquoi pas? Oui. Quand on cherche bien un bon palier 1, un bon palier 2. Oui, ça peut se faire là, parce que... Ça, tu as mal, mais... Oui, c'est possible. Même le
le nouveau guide de gestion de travail d'accouchement qu'on a actuellement, ça a mentionné les antidouleurs. Okay. D'accord? Le nouveau guide qu'on a actuellement demande est-ce que la femme, est-ce qu'il y a des antidouleurs qui ont été attribuées à la femme ou non? Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de répercussions sur le bébé ou sur la maman, il y a des antidouleurs qui peuvent gérer la douleur. Mais vous ne faites pas ça. C'est pour ça qu'elle vient de vous inviter. Alors, est-ce que la parole des femmes, est-ce que ces femmes, elles sont le plus souvent bien écoutées, insuffisamment écoutées au cours des différentes consultations? Merci, Dr. Dorcas. Effectivement, la parole des femmes enceintes sont suffisamment écoutées lors de leurs consultations. Et surtout dans la prise des décisions. Oui, dans la prise des décisions également. C'est surtout, c'est notre essence, c'est l'interrogatoire, discuter avec la femme enceinte pour pouvoir ressortir les problèmes. Parce qu'elle peut avoir certaines anomalies. Si elle ne te le dit pas, tu ne pourras pas le savoir pour pouvoir mettre un bon diagnostic. Donc, l'écoute est vraiment importante. En dehors de l'écoute, on peut dire également que lorsqu'on prend une sage-femme pour 40 femmes enceintes à la consultation prénatale, la première femme qui passe aura beaucoup plus une écoute plus prononcée que la 40e personne. Ce qui est dû à quoi? À la charge du travail. Donc, il y a une exception, une petite exception. Elles sont écoutées, mais ça dépend aussi du nombre de sages-femmes qui sont là dans le service. C'est vraiment important. Et lorsque nous parlons également de cette prise en charge beaucoup plus humanisée, ce n'est pas seulement le rôle du médecin. Je pense que ça va même de l'aspect médical, du personnel de santé. Est-ce que la famille également a un rôle à jouer au cours de cet accompagnement? Oui, la famille, le conjoint, la communauté, la société en général a un rôle à jouer au cours de cet accompagnement. La femme enceinte ou bien la femme qui rentre en travail et qui vient à l'hôpital toute seule, sans personne pour l'accompagner, sa mentalité, sa perception des choses est carrément différente de celle qui rentre en travail et qui est venue avec son mari, sa belle-mère, les gens par ici, par là pour la soutenir. Donc la prise en charge humanisée de la femme enceinte, ça ne s'arrête pas seulement au niveau médical. Ça concerne et les conjoints, et la famille, et la communauté. C'est pour ça, souvent, en consultation prénatale, on demande aux conjoints, aux maris, d'accompagner leurs femmes au cours de ces consultations prénatales. Parce qu'il y a des choses qu'on a à leur expliquer, il y a des choses qu'ils doivent comprendre pour que la prise en charge puisse être globale. C'est vraiment très important. Et est-ce que vous remarquez que ces femmes, la majorité des femmes, elles arrivent à bénéficier de cet accompagnement, que ce soit du conjoint, mais également de la famille ou de la belle famille? Malheureusement, non. Malheureusement, les femmes enceintes ne se font pas accompagner par leur partenaire. Et actuellement, le Togo met en avant cet accompagnement, surtout du mari. Parce que le partenaire, il est le pilier. Il est le pilier, il faut qu'il accompagne sa femme, qu'il la rassure. Parce que, comme on l'a dit au début, la grossesse vient avec toutes les modifications pas possibles. Il faut vraiment un accompagnement de l'être qui est proche de l'être aimé pour se sentir encore plus aimé. C'est vraiment important. Et alors, comment arriver aujourd'hui à prévenir? Parce qu'il y a également l'autre aspect qu'on n'a pas sorti parmi la plupart des remarques ou des commentaires qui reviennent le plus souvent, c'est la question des violences obstétricales. Que lorsqu'elles sont venues accoucher, on les a frappées, elles sont montées, elles sont descendues, etc. Alors, comment vous arrivez à prendre sur vous? Parce que normalement, on ne doit pas aller frapper une femme au boulot. Qu'est-ce qui peut arriver jusqu'à on se retrouve à frapper une femme enceinte? Je ne sais pas. Vous partez au boulot avec un bâton sec dans le sac en disant que si je fais la belle fille, non, c'est pas vrai. La sage-femme ne vient pas au boulot avec l'intention, bien l'idée, elle quitte la maison, je viens, puis je vais frapper mes femmes. Ça n'a aucun sens. Non, on n'a pas de bâton dedans. La sage-femme ne vient pas avec cette intention de venir frapper les femmes. C'est même pas normal en fait. Et voilà, même on va dire que pour éviter ces violences obstétricales, je pense que c'est en train de regresser. Je pense quand même que c'est en train de beaucoup même regresser parce que les anciens avec nos aînés où on avait entendu qu'on vous frappait réellement, actuellement, en tout cas moi, je ne l'ai pas encore vu. Moi-même personnellement, je ne le fais pas. Avoir aussi avec mes collègues, non. Donc, je pense que c'est vraiment en train de regresser. Maintenant, pour prévenir ces violences obstétricales, on doit former le personnel, la sage-femme en question d'abord.
On doit former la sage-femme pour lui dire que quand la femme a mal là, la façon dont elle t'écoutait quand elle n'avait pas mal, c'est différent de quand elle a mal maintenant. Elle ne réagit plus de la même façon que quand la douleur est extrême pour elle. Ça veut dire que tu lui parles même, genre elle ne t'écoute pas, elle fait ce qu'elle veut. Donc ce n'est pas le fait de la frapper, ce n'est pas le fait de l'agresser qui fait qu'elle revienne à toi, non. Il y a carrément une autre manière de gérer la douleur de ces femmes enceintes au moment critique. On doit également aussi former la population, former ces femmes enceintes-là au fait que la sage-femme n'est pas venue avec l'intention de te frapper ou bien de t'agresser. Tout ce qu'elle fait, c'est dans le but de t'aider toi et de t'aider avec ton enfant également. Donc, si la femme comprend que quand la sage-femme dit non, ne fais pas, ou bien couche-toi de côté, retourne-toi, mets-toi en position gauche, la femme enceinte doit comprendre que la sage-femme n'est pas en train de l'agresser, n'est pas en train de la violenter, même si c'est pas des violences, même si c'est verbal, elle n'est pas en train de l'agresser, mais qu'elle est en train de vouloir essayer de la protéger ou bien de prendre en charge elle et son bébé pour que la femme puisse être joyeuse. Je voulais renchérir aussi. Concernant la violence obstétricale, moi je trouve que c'est un mot fort. C'est un mot fort de dire violence obstétricale. Parce que la sage-femme ne va pas au boulot, comme la collègue l'a dit, pour aller violenter une femme enceinte. C'est un métier noble. Et on l'a choisi pour un bon accompagnement. Je préférerais qu'on dise plutôt les incompréhensions qui surgissent, les conflits qui surgissent. Et comme la collègue l'a dit, il faut reformer le personnel sage-femme. Il faut sensibiliser les sages-femmes, les former, surtout sur les droits et devoirs de la femme enceinte. C'est important. La femme enceinte a le droit d'être suivie, elle a le droit de bénéficier des bonnes pratiques, elle a le droit de la prise de décision concernant son traitement si cela ne va pas à l'encontre des recommandations de l'OMS. Et les devoirs de la femme enceinte, c'est de respecter les consultations prénatales, les rendez-vous. Force est de constater qu'elle ne respecte pas, tu donnes un rendez-vous par mois, elle vient 3 mois après avec des complications. Vous voyez que ça peut créer des conflits et c'est ça même les causes de beaucoup de conflits qui se passent dans les maternités. Donc c'est des questions d'incompréhension qu'il faut revoir. Et également, il faut faire des mises à jour de notre pratique. Nous sommes sortis il y a longtemps, mais actuellement, il y a des nouvelles recommandations. Il faut faire ces mises à jour, reformer le personnel de la santé sur l'accueil. L'accueil, il faut vraiment faire les mises à jour chaque jour. Et voilà. Et je pense qu'il y a un point très important que vous venez de soulever, c'est le fait que voilà, nos femmes, nos sœurs ne veulent pas suivre des consultations prénatales. C'est un constat que j'ai l'impression que même malgré tous les mécanismes, il y a le programme Moïse qui est là, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce la peur du centre de santé? Est-ce le fait de se dire que je peux gérer? Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? En fait, je vais dire qu'elle trouve ça banal. Elles se disent que... Il y a une qui m'a déjà dit que quand je viens, on mesure mon ventre et on me dit de rentrer à la maison. Donc, elle ne voit pas l'importance de venir à l'hôpital, se coucher pour qu'on lui mette un mètre ruban sur le ventre chaque mois. Elle trouve ça banal et je pense que peut-être que la sensibilisation n'est pas réellement passée sur l'importance des consultations ou bien d'un suivi régulier pour la grossesse. Si tu sais que tu dois venir en consultation chaque mois, que c'est pour voir si ton bébé vit, s'il va bien, c'est pour voir si ton bébé grandit correctement, c'est pour voir si toi-même tu ne développes pas des complications ou bien des pathologies au cours de ta grossesse. Je ne pense pas qu'elle va rester à la maison pendant 3 mois et revenir après. Et qu'elle revienne, elle n'a pas des remords. Genre, c'est son droit, elle est revenue quand elle veut. Et c'est là, quand la sage-femme veut peut-être dire pourquoi tu n'étais pas venue, il y a eu ça. C'est là que se créent les conflits, justement. Ouais, non. Mais je pense que la sensibilisation commence à venir un peu et elles vont se corriger. Et je pense même qu'au-delà des consultations prénatales, l'autre aspect que la plupart des prestataires dénotent, c'est les consultations postnatales. Dès que l'enfant sort, c'est fini, elle disparaît. Elle disparaît. Est-ce que vous avez aussi remarqué ça au cours de votre exercice? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour maintenir ces femmes-là, pour réellement s'assurer que les suites de couche et également l'enfant qui est venu se porte bien? Alors, après l'accouchement, nous leur donnons un rendez-vous le 8e jour, le rendez-vous du postpartum, le 8e jour. Lorsqu'elles reviennent, on les examine pour voir est-ce que tout va bien, il n'y a pas le saignement qui persiste et est-ce que le lait, il y a une
montée laiteuse? Est-ce que le bébé, il prend bien le sein? Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Et lorsqu'on détecte un petit problème chez l'enfant, on le réfère chez les pédiatres. Et concernant la femme, si on dénote un souci, on la traite. En dehors de ce rendez-vous de 8e jour, nous avons également le rendez-vous de 6 semaines. La 6e semaine après l'accouchement, elles reviennent également où on voit si tout est en place, l'utérus est retourné à sa place, est-ce qu'il y a eu un retour de couche, est-ce qu'elle prend bien ses médicaments dans le postpartum. Et en dehors de tous ces suivis-là, nous sommes également des psychologues pour les femmes. Nous sommes des psychologues. Nous les accompagnons psychologiquement parce qu'elles viennent avec des problèmes. Elles te racontent, voilà, aujourd'hui j'ai eu ci, j'ai eu ça. Et en tant que sage-femme, tu as le devoir de la soutenir, de l'accompagner, de la rassurer. Donc, en dehors des sages-femmes, nous sommes aussi psychologues. C'est très important. Parce qu'on remarque également que dans le postpartum, il y a beaucoup de femmes qui ne se retrouvent pas. Surtout avec l'enfant qui pleure. Je me rappelle, il y a une de mes sœurs qui me disait que dès que tu accouches, que tu ne dors plus. Voilà, il y a l'enfant qui décide peut-être de se réveiller à 2 heures, de se coucher à 16 heures. Donc, est-ce qu'elles sont préparées également à ça? Est-ce qu'au cours des CPN, on les prépare à ça? Et comment on fait justement pour qu'elles ne tombent pas dans la dépression du postpartum? Du postpartum. Alors, la préparation du postpartum, c'est au cours des CPN également. D'accord? Il faut qu'elle sache, quand je vais accoucher, il va se passer ci, il va se passer ça. Il faut qu'elle sache que quand mon bébé fait ci, c'est que c'est normal. Quand mon bébé fait ça, c'est que c'est pas normal, c'est pathologique. Mais la préparation du postpartum au cours des consultations prénatales, ce n'est pas réellement très détaillé. C'est plus fait après l'accouchement. Elles viennent d'accoucher, on l'a déplacée peut-être en suite de couche immédiat. Et là, on lui explique que madame, regarde, c'est comme ça, on tient ton bébé, c'est comme ça, on l'allaite, c'est comme ça, il faut le tenir. Le sang, tu dois le tenir comme ça, il faut que tu manges ci, il faut que tu manges ça. Si tu vois tel, c'est que c'est un souci, il faut revenir. Quand le sang commence par sortir abondamment, plus que les louchis normales, c'est qu'il faut revenir. Maintenant, les consultations postnatales, comme elle a dit, elle doit revenir pour que nous, on puisse surveiller si tout ce qu'on lui a dit avant qu'elle ne rentre, si tout se passe bien. Est-ce que le bébé ne pleure pas trop? Un bébé pleure, mais un bébé, ça pleure quand il a faim, quand il a mal quelque part, quand il a un souci, quand il veut changer son coucher et tout. Donc, il faut qu'elle comprenne, et surtout moi, sur ce cas, je sollicite l'accompagnement des mamans ou bien des sœurs. Les gens qui ont eu de l'expérience dans l'accouchement, qui ont déjà vécu un postpartum, elles sont plus habilitées de leur expliquer comment est-ce que ça se passe. Bon, c'est ça, c'est pour une période, ça va passer et tout. Maintenant, je reviens sur l'accompagnement psychologique que les sages-femmes ne peuvent pas faire sans l'aide du mari. Parce que nous, on parle. À l'hôpital, elle vient te dire qu'il y a ci, nous on parle, mais à la fin, elle retourne à la maison et elle vit avec son mari. Alors que si le mari vient avec, on dit, ah, monsieur, quand l'enfant va pleurer chaque 2 heures, là, faut pas seulement laisser ça à ta femme, mais tu lui dis, elle doit allaiter l'enfant, elle doit veiller sur les autres enfants, elle doit cuisiner, elle doit prendre soin de la maison. Il faut un accompagnement du conjoint. Sinon, si elle fait toute seule, c'est de là que découlent les problèmes de dépression du postpartum. Elle va plus aimer son enfant, elle va se perdre parce qu'elle est là à faire tout, à vouloir gérer toute seule. Elle dort presque plus. Donc, un accompagnement psychologique, oui, mais ensemble avec la femme, le mari et la famille. C'est très important. Ouais. Et aussi, on remarque que souvent, ces maris disparaissent. Ils sont entre guillemets des ancêteurs. Et puis, voilà. Ils viennent peut-être récupérer le placenta, aller enterrer. Lorsqu'ils partent enterrer, et puis c'est fini, on ne les retrouve plus. Mais après, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour s'assurer vraiment que l'homme participe pleinement depuis la conception jusqu'à l'accouchement? Est-ce que c'est juste de dire à la femme que, ok, prochainement, on arrive à venir avec ton mari? Ou quel est le mécanisme qu'on met en place pour, entre guillemets, forcer ces hommes à être beaucoup plus responsables? Non, le mécanisme, c'est toujours la sensibilisation. On ne peut pas regrouper les maris de toutes nos femmes enceintes. Donc, on passe par les femmes enceintes pour les informer que prochainement, quand vous viendrez, faites-vous accompagner par vos maris pour un bon suivi. Parce que, je prends l'exemple, une femme qui vient, tu lui expliques à madame, peut-être qu'elle a déjà fait une échographie du premier trimestre et au cours de son suivi, la sage-femme a décelé une anomalie, un saignement. Donc la sage-femme redemande une échographie pour voir l'origine de ce saignement.
on lui tend peut-être le bulletin d'échographie. Ok, fais l'échographie, on va voir ce qu'il y a. Mais quand cette femme va rentrer à la maison, peut-être c'est le relais d'information qui ne sera pas bien fait là-bas. Peut-être elle va tendre le bulletin au mari sans toutefois lui expliquer ce pourquoi on lui a demandé ce bilan. Et le mari peut se fâcher et dire « Ah, moi j'ai déjà payé pour une échographie, tu reviens encore pour une autre échographie. » Alors que si le monsieur accompagne la femme lors des consultations, il comprendra que « Ah, voilà pourquoi la sage-femme demande telle analyse. » Donc, on essaie de les convaincre aussi comme ça, en expliquant aux femmes le bien fondé de l'accompagnement. Et ça ne s'arrête pas seulement à l'accompagnement en salle, en consultation prénatale. Il faut aussi continuer cet accompagnement lors de l'accouchement. Parce que nous voyons beaucoup d'hommes qui ne viennent pas, ils envoient leur maman, leur tante accompagner la femme pour venir accoucher toute seule. Vraiment, c'est pas bien. Il faut vraiment cet accompagnement. Parce que lorsque la femme, elle est avec son mari, elle se sent beaucoup plus en sécurité. Elle se sent beaucoup en sécurité. Elle développe une certaine confiance et une certaine force pour pouvoir arriver et se surpasser. Donc, voilà, c'est comme ça on arrive également à les sensibiliser à travers les femmes enceintes. Et la question que l'on se pose, est-ce que vous êtes arrivé à identifier le pourquoi les hommes, je ne sais pas si je vais dire, n'apprécient pas cela? Qu'est-ce qu'ils font que... Après tout, je me dis, normalement, ils devaient être contents. Moi, peut-être c'est les films qui nous montrent ça. Dans les films, on voit que les hommes sont tellement heureux. Eux-mêmes, ils forcent pour aller peut-être faire le test de grossesse. Eux-mêmes, ils forcent pour connaître le sexe. Ils forcent pour aller faire l'écho. Qu'est-ce qui fait que peut-être chez nous, ici, on ne sent pas le même engouement? Alors, chez nous, la maternité, même là, c'est considéré chacun dans sa région, chacun dans sa culture différemment. Et les hommes, en général, déjà, il y a un homme qui m'a déjà dit que lui n'a pas le cran d'accompagner sa femme pour accoucher. Il voit sa femme avec les contractions, il est paniqué, il ne peut pas venir. Il se dit que quand il est là, il sera un point mort. Plutôt d'aider sa femme, il va le reculer. Donc, il préfère, qu'il préfère rester à la maison et d'envoyer sa femme avec la famille et tout. Il y a un autre carrément qui m'a dit que c'est parce que chez nous, dans nos contextes, la salle d'accouchement est interdite au mari. Donc, lui, il ne voit pas le pourquoi il doit accompagner sa femme à accoucher alors qu'on lui demande de ne pas s'approcher de la salle d'accouchement. Il doit rester à des kilomètres et envoyer quelqu'un pour qu'on lui rapporte des nouvelles à chaque fois. Donc, pour lui, il préfère rester à la maison. S'il a des envois financiers à faire, il fait, mais il reste à la maison, on lui appelle par téléphone, voilà, pour lui dire comment ça s'est passé, elle a accouché, l'enfant va bien, elle va bien et tout. Donc, je pense que c'est aussi dans nos contextes. Est-ce que quand on demande aux maris d'accompagner leurs femmes, est-ce que nos structures sont faites pour? Est-ce que quand la sage-femme a un petit bureau pour accueillir ou bien pour consulter 40 femmes en CPN, est-ce qu'elle a vraiment le bureau adapté avec la table d'examen, le siège, le bureau pour pouvoir prendre et le mari et la femme pour pouvoir faire la consultation ensemble? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux au niveau de nos infrastructures, de nos communautés qu'il faut rehausser pour pouvoir à ce que l'accompagnement effectif des conjoints puisse être vraiment ça, quoi. Et là, la question, je ne sais pas si vous avez peut-être déjà eu l'opportunité de travailler dans les cliniques et également dans le secteur public, parce que bon, moi j'ai beaucoup plus d'expérience du secteur public qui corrobore ce que vous venez de dire, du fait qu'on ne laisse pas les hommes rentrer dans la salle de travail. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a plusieurs femmes, les femmes d'autrui également, qui sont nues, qui sont dans des positions qui sont vraiment pas agréables pour qu'on laisse tous les hommes les regarder, tout justement parce qu'on a envie de préserver l'intimité de ces femmes-là. Mais est-ce que dans les structures peut-être privées, qui ont beaucoup plus d'espace, on laisse des hommes venir assister, que ce soit au CPN, que ce soit également au travail d'accouchement? Bon, comme on le voit dans les films, tenir la main de la femme, il dit pousse. Oui, je vais dire que dans certains privés à Lomé, il y a cette opportunité aux conjoints qui désirent de pouvoir accompagner leurs femmes en salle d'accouchement. Mais j'ai plus vu ça en consultation prénatale dans les privés où les hommes, c'est comme c'est systématique chez eux. Ils viennent systématiquement avec sa femme, c'est-à-dire que la femme
on vient, on dit le rendez-vous c'est sur quand et c'est lui qui prend la main de sa famille, l'amène en consultation prénatale. Maintenant, en salle d'accouchement, ça c'est variable. Il y a les hommes qui n'ont pas toujours le courage de vouloir venir dire à sa femme, pousse, pousse. Il a plus mal à la place de la femme. Donc, j'ai plus vu d'hommes accompagner leurs femmes en consultation prénatale que d'hommes présents en salle d'accouchement pour mettre dans les structures privées. Ça se fait quand même, ça se fait. Parce que je me dis également Oui, que c'est aussi une manière de les impliquer hein, dès la base. S'ils puissent plus ou moins expérimenter, pas seulement imaginer la douleur de l'enfantement, mais si aussi peuvent vivre cela en live, savoir comment cela est pénible. Peut-être lorsque la femme va rentrer à la maison, on va voir ça comme dans les films, on va dire, la chouchouter, on va la chouchouter, donner les cadeaux, etc. Et puis on lui dit merci, merci, parce qu'elle a vraiment mis sa vie sous la table. Hein. Et là, la question que l'on se pose le plus souvent, est-ce que je ne sais pas aussi comment poser la question sans ne pas blesser les femmes qui ont déjà eu à accoucher. Mais le plus souvent, on dit, quand on finit d'accoucher, qu'en ayant dit « mais en mode, tu es sorti de quelque chose. Ouais. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'une femme part accoucher, elle traverse le couloir de la mort. Ou d'où vient peut-être cette appellation où lorsqu'une femme accouche, on dit souvent que voilà, tu es sorti dedans, rends grâce à Dieu, merci, etc. et tout. Et ça veut dire que c'est un parcours qui est dangereux, si on peut le dire ici. Bon, partiellement, on ne peut pas le dire, c'est un parcours dangereux, mais on doit savoir que lors de l'accouchement, il peut survenir toute complication qui peut entraver la vie du fœtus ou la vie de la maman. Donc, lorsque une femme accouche saine et sauve et qu'il n'y a pas de complications, c'est vraiment une joie. C'est une joie également pour la sage-femme même qui est devant cette femme. C'est une joie énorme. Donc, je pense que c'est d'où cette appellation Wetolémé, je crois bien. Si la collègue a quelque chose à ajouter. Oui, justement, pour enchérir ce qu'elle a dit, je pense que on parlait tantôt de nos mamans dans l'ancien temps qui n'avaient pas de difficulté à accoucher. Mais la partie qu'on n'a pas notée, c'est qu'il y a plusieurs de nos mamans qui sont décédées en voulant accoucher sans qu'on ne sache réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et il y avait divié des coups, quoi. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc, dans nos contextes actuels où la médecine évolue, on a plus d'appréhension sur certaines choses. Donc, quand une femme part accoucher et qu'elle revienne saine et sauve et avec l'enfant, on dit, ah, c'est genre, tu es vraiment sorti de quelque chose. Parce qu'on le dit simplement comme ça, mais l'accouchement, comme elle l'a dit, ça peut déraper à tout moment. Ou tu ne sais même pas parfois qu'est-ce qui n'a pas marché, en fait. Donc, quand ça se passe tellement bien, toi, déjà, le prestataire, tu es tellement content au point où les accompagnants, quand tu les vois heureux, tu te dis, bon, au moins tu as fait un bon boulot, voilà. Tu vois, ça s'est bien passé, la maman est là, l'enfant est là, ils vont tous bien, tu as rendu les deux au mari et à la famille, en fait. C'est très, très important. Mais est-ce qu'au fil des années, avec l'expérience, je suis sûre que tu en as peut-être déjà fait 200 ou 300 accouchements, est-ce que le goût est toujours le même? Est-ce qu'à chaque fois que vous accouchez d'un couple mère, enfant qui se porte bien, on est toujours content? Ou bien on arrive presque à dire que bon, voilà quoi. Non, en tout cas moi personnellement, ça n'a été jamais banal pour moi. Moi j'ai été toujours content. Surtout quand il sort le bébé, il est bon, il a toutes ses facultés, il crie, la maman... elle soulève sa tête, elle voit son enfant, tu le lui déposes. Moi, j'ai toujours ce bonheur, cette satisfaction d'avoir contribué à quelque chose de vivant en réalité. Donc ça ne devient pas, je ne sais pas comment dire. Arrivant, moi, il y a des trucs qui deviennent vraiment automatiques. On se dit que bon. En tout cas pour moi, non, pas suivant, non. Chaque moment est exceptionnel, chaque femme est exceptionnelle avec son enfant. Parce qu'on le dit, ça ne peut pas être banal parce que même si l'accouchement est simple, chacun avec ses contextes. La femme avec ses problèmes, l'enfant avec ses problèmes, même si c'est normal, chacun avec ses contextes et c'est toujours différent. C'est toujours différent. Et chaque accouchement est unique. Et le faire sans complications, c'est une joie énorme pour la sage-femme. On ne peut pas décrire cette joie-là ici. Hein. C'est vraiment une joie énorme. Alors, il y a également cette couche-là dont on ne parle pas souvent. Ce sont les adolescentes enceintes. Le plus souvent, elles ont peur même d'aller dans les centres de santé parce qu'elles se disent qu'on va les juger, qu'on va les critiquer, que la sage-femme va dire que non, que lorsque tu écartais les cuisses pour qu'on t'enseigne, tu ne criais pas, maintenant qu'il faut accoucher, tu pleures. Il y en a beaucoup de ces cas qui font que malheureusement, ces dernières,
elles préfèrent avorter, le plus souvent clandestinement, avec des conséquences. Alors aujourd'hui, comment elles aussi sont des femmes enceintes, comment arriver à les accompagner en toute dignité sans les juger? Ok, pour l'accompagnement des adolescents avec dignité, je pense que tout d'abord, il faut restructurer les centres parce que nos centres ne sont pas adaptés aux adolescents. Parce que l'adolescent, même peut-être que c'est une élève, par exemple, je prends l'exemple d'une élève qui doit aller au cours et les consultations prénatales se font de 7h à midi. Vous voyez que ce n'est pas adapté à son horaire. Et puis, voir une adolescente, déjà elle me met là d'être préjugée, venir s'asseoir avec les autres mamans, elles se sont déjà frustrées d'être parmi les mamans. Elles pensent qu'on la juge, alors que non, la sage-femme est formée aussi pour accompagner les adolescents. Donc, je les incite beaucoup à aborder n'importe quelle sage-femme si elles ont besoin de quelque chose, d'une information ou d'un suivi. Mais il faut vraiment aussi qu'on restructure nos centres pour que ça soit vraiment adapté aux adolescents et jeunes. Donc, quand il n'y a pas restructuration, peut-être c'est de créer des sessions uniquement pour les adolescents, c'est ça? Voilà. Mais au même moment, le risque, c'est que lorsque tu sors de là, on va dire que ça veut dire qu'elle est enceinte. Ça veut dire qu'elle est enceinte, elle est venue faire quelque chose de louche. En tout cas, ce n'est pas évident. Hein. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette question d'optimisation de la prise en charge des adolescentes qui sont enceintes? Oui, effectivement. La sage-femme n'est pas là pour les juger. Il faut qu'elle comprenne déjà ça. En vrai, notre rôle d'éducatrice n'entrave pas sur le rôle de la prise en charge qui est sans jugement, éthique et tout. Donc, l'adolescent doit comprendre que quand il vient à l'hôpital, on n'est pas là pour la juger. Secondo, il y a la pression de la famille qu'il ne faut pas oublier également. C'est-à-dire qu'elle a envie, par exemple, comme elle a dit, les CPN, elle doit venir faire les CPN. Elle a quand même envie d'être en cours. La famille dit que tu dois venir faire les CPN et souvent, elle n'a pas le droit de décision. C'est sa maman, c'est son papa qui décide à sa place. Et ça nous fait un rencontre de problèmes dans la prise en charge. C'est elle est enceinte, elle sait ce qu'elle veut. Mais elle n'a pas le droit de décision parce qu'elle est mineure et c'est les parents qui choisissent à sa place. Ça nous confronte à beaucoup de problèmes. Et si l'infrastructure est adaptée du tel que ça, là, c'est une prise en charge pour les adolescents, je pense qu'il y aura des lois, je ne peux pas dire des lois directement, mais des conventions en leur faveur pour leur prise en charge, parce qu'une fois qu'elle est enceinte, même si elle n'est pas grande, on va dire qu'elle est une femme et elle a quand même le droit de participer aux décisions actives concernant sa prise en charge. C'est très important. Et au-delà de tout, c'est bien vrai qu'aujourd'hui, vous nous avez dépeint une situation très... Je ne sais pas comment le dire aussi, mais une situation idéale, une situation dans laquelle voilà, le prestataire de santé ne nous juge pas, le prestataire de santé nous explique tout, etc. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a certaines femmes, il y a certaines personnes qui arrivent à l'hôpital déjà braquées. Elles se disent que voilà, je suis dans le centre public, elles sont impolies, elles insultent les gens. Alors aujourd'hui, et ça fait que même si tu arrives avec tes pensées qui sont déjà conçues, braquées, malgré le sourire que la sage-femme va te donner, tu as déjà tes préjugés, quoi. Tu es sûr de qui vivre en attendant seulement qu'elle dise un truc de travail et puis tu la ramasses. Aujourd'hui, comment arriver à rétablir cette relation de confiance-là entre les femmes enceintes, entre les patients et les soignants? Pour rétablir cette confiance, il faut également sensibiliser la population. Il faut sensibiliser la population. J'avais dit quelque part qu'il faut former les sages-femmes sur les droits et les devoirs de la femme enceinte. Il faut également faire des émissions radiophoniques, des émissions télévisées où il faut balayer plus les devoirs de la femme enceinte. La femme enceinte, elle a le devoir de respecter le soignant, peu importe qu'elle soit petite de taille, qu'elle soit mince. Tant qu'elle te prend bien en charge, il faut la respecter. Parce qu'il n'y a pas la connaissance dans la taille ni dans la forme. Donc, il faut sensibiliser la population sur le respect des personnels soignants, surtout les sages-femmes. Et lorsqu'elles ont des petits soucis, des conflits, comme je l'avais dit, des incompréhensions, ce qu'il faut faire, elle peut aborder après la sage-femme, « Ok, maman, aujourd'hui, je suis venue, je vous ai senti un peu comme ça. » Si
j'ai fait ceci, excusez-moi. Et puis voilà, ça s'arrête. Ou soit elle dit, maman, la sage, vous m'avez parlé comme ça m'a un peu blessée. Et en même temps, on arrange tout là-bas, on reprend sur de bonnes bases. Parce que sans les femmes enceintes, nous, on servira à quoi? Sans les sages-femmes aussi, comment les femmes enceintes seront suivies? Donc, on est appelé à vivre ensemble. Nous sommes appelés à vivre ensemble et laissons de côté les conflits et avançons ensemble pour la bonne cause. C'est très important. Merci. Alors aujourd'hui, quelle serait la priorité absolue pour pouvoir améliorer l'expérience des femmes enceintes? La priorité absolue pour améliorer l'expérience des femmes enceintes, c'est, comment je vais dire, je ne vais pas dire la gestion des conflits directement, mais c'est d'abord la prise en charge, en gros, la prise en charge pour améliorer l'expérience d'accouchement des femmes enceintes. Parce que, comme elles le disent souvent, quand je pars en privé, on ne me fait pas comme ça. Oui. Et que c'est à l'hôpital public qu'on me fait ça. Quand j'entends ça souvent, je ris parce que c'est les mêmes personnes qui sont dans les hôpitaux publics qui se retrouvent également à leur chouchouter dans les hôpitaux, dans les cliniques privées. Parce qu'ils paient beaucoup. Normal. Normal. Vous êtes là à cause de l'argent. Normal, mais ça ne s'arrête pas là. Oui. Je pense que si une sage-femme est capable de te chouchouter en clinique, elle est aussi capable de te chouchouter en public. Oui. Donc d'abord, il faut voir les conditions du travail de la sage-femme. Si la sage-femme est dans de bonnes conditions de travail, elle ne sera pas stressée, elle ne sera pas aigrie, elle ne sera pas violente envers les femmes et il n'y aura pas tous ces conflits. Côté population, côté nos patientes, il faut qu'elles comprennent qu'on est appelé à vivre dans une relation de symbiose. On est là pour elles. Elles sont là pour nous également. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas un bras de fer qu'on est en train de faire pour voir qui va gagner entre les sages-femmes et la population. Non, on est là pour cohabiter ensemble, pour travailler ensemble. Nous, notre objectif, c'est de les aider dans un accompagnement sain. Bébé, maman, très sain, la famille, très sain. Donc, si elles comprennent ça, qu'on n'est pas là pour les... Je peux pas comment dire ça, pour les fracasser, pour les marteler et tout, alors qu'on est là pour les accompagner. Et nous aussi, on comprenne que, nos femmes, on est là pour eux, normalement. On respecte leurs droits et elles également, elles respectent nos droits. Je pense que la prise en charge sera très, très, très améliorée. J'ai eu une grande sœur au CHU qui est revenue la dernière fois d'une formation en Inde qui nous disait que là-bas, la prise en charge des patientes est réellement différente, que la patiente a un tel respect pour le personnel, pour la sage-femme, que la sage-femme n'a que d'obligation de la chouchouter en fait. Elle ne sait même pas pourquoi elle fait ça, mais elle n'a d'obligation que de la chouchouter. Donc je pense que un peu avec les sensibilisations, oui, un peu avec les sensibilisations, on peut arriver à cette étape également. On peut arriver vraiment à là et je pense que tout le monde a son rôle à jouer, la sage-femme, comme également les femmes enceintes, leur famille également, le conjoint et toute la société. Chacun à son niveau a un rôle principal à jouer. Alors très rapidement, Keatou, quel serait ton mot de fin? Ok, c'est toujours dans la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population, comme la collègue l'a dit. Il faut que le personnel également se fasse former, qu'il y ait des mises à jour pour la bonne pratique dans les soins, qui est les soins humanisés. Et j'ajouterai qu'avant toute grossesse, il faut faire une planification. Il faut planifier la grossesse pour être épanoui déjà à 20%. Hein. Il faut se préparer financièrement. C'est vrai, il y a le programme Oezu qui prend en charge, mais lorsqu'il y aura certaines complications, c'est la poche qui va parler. Donc, il faut se préparer financièrement, psychologiquement avant toute grossesse. Et je prie aussi les partenaires d'accompagner leurs femmes. C'est pour le bien-être de leurs femmes et de leurs bébés. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Keatou. C'est vraiment un véritable plaisir de vous avoir sur ce plateau. Déborah? Alors, comme mot de fin, je dirais à ma population, à notre communauté de femmes enceintes, d'adolescents, de femmes en âge de procréer totalement, de nous approcher de nous pour leur servir en gros.
nous sommes là pour elles, elles n'ont qu'à nous approcher. Mais surtout, quand il y a des conflits, de nous approcher de nous, au lieu d'aller les exhiber ailleurs où le problème ne peut même pas se régler là-bas. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'elles nous approchent. Et si on a des corrections à faire, ça peut venir de leur part, des suggestions. Et ensemble, on va garantir une merveilleuse expérience de la grossesse à toutes les femmes enceintes du Togo. Merci. Merci beaucoup, Déborah. Merci beaucoup, Keto. Et vraiment, merci aussi à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez eu des réponses à toutes vos questions, que vous savez maintenant que les sages-femmes sont là pour vous écouter, vous accompagner, vous soutenir. Mais également, vous aussi, vous devez leur faire confiance, vous leur devez respect. Vous devez croire et respecter également tout ce qu'elles vous disent afin que le parcours ou l'expérience puisse être la plus bienveillante pour vous et pour votre enfant. Prenez soin de vous et restez branchés sur les programmes de votre chaîne Santé et ce Docteur TV. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.